rencontre entre Matthew Boulton et James Watt est décisive. Elle est même déterminante pour l'évolution de la machine à vapeur. Mais elle ne doit pas se comprendre uniquement comme la rencontre du technicien et du marchand. Elle doit s'inscrire pour être comprise dans un système d'innovation collaborative un peu plus global qu'on a appelé et qui tourne autour de la Lunar Society. C'est le sujet de cette vidéo. La Lunar Society est fondée en 1760, au cœur de l'Angleterre du XVIIIe siècle. L'Angleterre du XVIIIe siècle est en pleine effervescence intellectuelle, scientifique et économique. L'Empire britannique est en train de s'étendre de manière extrêmement rapide. Il y a des investissements importants dans les infrastructures fluviales, dans les structures bancaires, et l'accent est mis sur le développement extérieur, qui repose sur le commerce du sucre, du thé, du café, du tabac en particulier, et le produit phare à cette époque-là, c'est le coton. Le marché du coton est en pleine expansion, le coton était un produit artisanal et c'est devenu un produit manufacturé par des industriels. Tout cela constitue le berceau, le creuset d'un grand nombre de progrès technologiques qui vont contribuer et asseoir ce développement économique anglais. Au cœur de ce bouillonnement s'opère une transformation culturelle très importante, qu'on a appelée les Midlands Enlightenment, c'est-à-dire une résonance du courant des Lumières qui a pris forme en France et sur le continent, qui vient résonner, s'insérer au centre des villes anglaises. Comme le disait Loïc, la Lunar Society est fondée à Birmingham en 1760. La création de cette société est due à deux personnes, Matthew Boulton, industriel sur le profil duquel nous allons revenir, et Erasmus Darwin, médecin, poète, connu en particulier pour être le grand-père de Charles Darwin. Birmingham n'est pas n'importe quelle ville, c'était un petit village un siècle auparavant, et dans cette deuxième partie du XVIIIe siècle, c'est la grande puissance métallurgique d'Angleterre. Sa population a quadruplé, c'est une ville phare. En son sein se réunissent a priori, même si nous ne sommes pas tout à fait sûrs, les soirs de pleine lune, les membres de cette Lunar Society. Ce sont des intellectuels, ce sont des marchands, ce sont des scientifiques, ce sont des poètes, ce sont des esprits libres et éclairés de l'Europe du XVIIIe qui connaissent la philosophie des Lumières et qui partagent une foi en la raison humaine et une volonté de construire un monde meilleur. Ils investissent leurs ressources dans le progrès en marche de cette première révolution industrielle. Les membres de la Lunar Society sont très différents les uns des autres et très complémentaires. Les Lunartics sont constitués de profils éminemment masculins, mais extrêmement différents. Entre Joseph Priestley et Josiah Wedgwood, très célèbre céramiste qui travaille notamment pour la cour royale, qui a réalisé de nombreuses expériences et qui fut, anachronisme en gestion, l'un des pères du marketing, entre William Small, Whitehurst, Edgeworth, Thomas Day ou James Kerr, des profils, je le disais, très différents, des profils qui ne sont pas ceux de la science classique. Il n'y a pas d'académiciens de l'Académie royale ou des académies provinciales qui fleurissent à cette époque. Les Lunartics non seulement échangent entre eux, mais sont en contact avec le reste du monde. Quand on ouvrira, après sa mort, les archives de Matthew Boulton, on découvrira 11 000 courriers échangés avec la planète. Il y a à cette époque une grande effervescence, beaucoup d'échanges dans l'Angleterre et dans le monde du XVIIIe. Les Lunartics échangent avec Adam Smith, dont on dit qu'il a visité la manufacture de Boulton à Birmingham, la fameuse manufacture d'épingles. Ils échangent beaucoup avec le grand inventeur des filatures, Richard Arkwright, avec Benjamin Franklin, avec Thomas Jefferson aux États-Unis, avec le célèbre français chimiste Antoine Lavoisier. Ils débattent avec Jean-Jacques Rousseau. C'est dans ce contexte, en 1767, que Watt, qui a déjà commencé à travailler sur les prototypes de maquettes à vapeur, se rend à Birmingham et visite la manufacture de Boulton. Matthew Boulton est une figure. C'est évidemment le cofondateur de la Lunar Society, mais c'est aussi un industriel extrêmement reconnu qui hérite de la société de son père, une petite fabrique métallurgique à l'âge de 31 ans, et qui en fait une immense entreprise de métallurgie qui fabrique des pièces extrêmement variées, qui produit en série avec des processus standardisés, modernes, qui emploient plus de 1000 ouvriers. C'est un homme riche qui a réussi. C'est un homme qui croit dans le progrès de cette révolution industrielle en cours. Il va admettre, il va faire venir à la Société de la Lune James Watt, et à partir de là vont s'engendrer des apprentissages qui seront décisifs dans la fabrique de l'innovation de la machine à vapeur. Il va d'abord y avoir des apprentissages techniques. À cette époque, Watt a déjà en tête son condenseur séparé. Mais sa fabrication à grande échelle pose des problèmes sidérurgiques. Il faut aussi faire des essais sur les températures, sur les minerais, sur les alliages. Les membres de la Lunar Society vont aider Watt. Boulton en particulier va ouvrir son entreprise.
Il va également y avoir des travaux sur l'alésage, c'est-à-dire la capacité de coulissement du piston dans le cylindre. Du point de vue plus managérial, Watt et Boulton vont investir en 1769 en rachetant à Roebuck. Souvenons-nous, c'était la première alliance industrielle entre Watt et un entrepreneur. Watt et Boulton vont racheter à Roebuck une partie de son brevet pour s'ouvrir la possibilité de l'exploiter. En 1774, Roebuck rencontre de grandes difficultés et va vendre la totalité de ses parts. Watt et Boulton vont pouvoir ensemble créer une nouvelle compagnie, la Watt et Boulton Company, à Soho, près de Birmingham. C'est dans ce cadre qu'ils vont industrialiser la fabrication de la machine à vapeur et la diffuser à grande échelle, à l'échelle internationale. La première machine de Watt et Boulton est commercialisée en 1775. Cette association entre Watt et Boulton va permettre notamment à Watt de protéger ses inventions en déposant des brevets. Elle va permettre de s'enrichir pour pouvoir poursuivre son travail d'innovation. Leur usine de Soho, au total, construira plus de 500 machines et elle emploiera plus de 1000 personnes. Et pour comprendre toujours plus précisément cette fabrique de l'innovation, il nous faut comprendre les choix d'organisation de l'entreprise de Watt et Boulton.